Bonsoir, bienvenue à Agadir où les Lions indomptables du Cameroun se sont qualifiés définitivement. Hier, on a surtout décroché la deuxième place du groupe F dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, la bande à David Pagou s'est imposée 2 buts contre 1 hier soir face aux Mambas du Mozambique. Et ce soir, avec Yvan, on vient déjà pour revenir sur cette rencontre d'hier et cette belle prestation des Lions, des Indomptables, belle ou non, il nous le dira certainement, mais aussi et surtout refaire le bilan général de la participation des Lions à cette phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Restez connectés et on dit d'ailleurs d'abord bonsoir à notre ami Yvan qui est encore là ce soir avec nous. Yvan, bonsoir, bienvenue encore ce soir dans ce live. Bonsoir Alain Denis et bonsoir à nos charmants millions d'internautes à travers le monde. Yvan, on a tous vécu cette rencontre-là hier. Commençons d'abord évidemment par elle avant de revenir sur la participation des Lions de façon globale dans cette Coupe des Nations. La rencontre d'hier, quand on en sort, qu'est-ce qu'on retient globalement? On retient que l'encadrement technique a, a une idée beaucoup plus large des joueurs sur lesquels ils peuvent compter pour la suite de la compétition. Ouais. C'était aussi ça l'intérêt d'avoir réussi à se qualifier après 2 matchs parce que ça donnait la possibilité à l'encadrement technique d'opérer un turnover sur la dernière rencontre, chose qui a été faite avec la moitié de l'équipe changée sur le 11 de départ. Dans le contenu, ça a été très très brouillon côté Cameroun, même si au terme de la rencontre, l'essentiel a été sauf avec cette victoire-là. Mais je pense que cet ensemble d'éléments-là vont permettre à l'encadrement technique d'aborder la phase d'élimination directe avec des idées beaucoup plus nettes sur le groupe qu'ils ont et ceux sur qui ils doivent pouvoir compter pour la suite de la compétition. Iran, David Pagou, hier, en conférence de presse d'après-match, a lui-même avoué que au niveau du contenu, le match a été un peu débridé. C'est le mot qu'il a lui-même utilisé pour qualifier, pour caractériser cette rencontre des Lions et donc cette victoire 2 buts contre 1. Qu'est-ce qui peut expliquer ce côté débridé un peu, pour reprendre son expression, de cette rencontre-là hier? Est-ce que c'est seulement le fait qu'il y ait eu un turnover? Je pense qu'il y a ça, mais ça peut pas être la seule explication. Mm. Des informations qu'on a eues, on a discuté avec quelques joueurs au sein du groupe, et de ce qu'ils ressortaient des échanges avec eux, on sentait qu'il y avait une volonté, et ça je parle des discussions avant le début de la compétition, Ouais. de venir véritablement montrer de quoi ils sont capables dans cette compétition-là. Donc je pense que la hype qu'on a observée sur les 2 premiers matchs était liée justement à ce facteur psychologique-là, cette volonté des joueurs de venir en découdre. Ça, c'était un élément. Le deuxième élément réside dans le fait qu'on se soit qualifié après 2 matchs Ouais. et consciemment ou inconsciemment, il peut y avoir de la démobilisation sur le plan psychologique de la part des garçons. Et psychologiquement, lorsque vous n'êtes pas très concerné, ça se retransmet, ça se retranscrit au niveau du body language, au niveau des Ouais. attitudes sur le terrain. Il y a des joueurs qui ne veulent peut-être pas rater la phase d'élimination directe et qui jouent avec un peu de retenue pour ne pas risquer de se blesser. À côté de ça, il y a que, justement, en parlant du turnover, les joueurs qui ont l'habitude de démarrer sur le banc de touche, hier, on a compris aussi que qualitativement, il y a peut-être une différence avec ceux qui ont l'habitude de démarrer. Et je pense que c'est la conjugaison de tous ces éléments-là qui, à mon sens, a donné la rencontre très mièvre dans le contenu qu'on a observé hier. Yvan, tu parles des joueurs qui ont été lancés pour la première fois hier. Ça me permet d'avancer dans cet échange avec toi et même avec nos internautes. Il y avait 5 changements opérés par David Pagou hier dans le 11 départ, en fait, par rapport au 11 départ qui a démarré lors du match précédent face à la Côte d'Ivoire. En défense centrale, il y en a eu 2. Au milieu de terrain, il y a eu 1. Et en attaque aussi, ça a un peu changé. Au total, ça faisait 5 changements. Mais est-ce qu'il y en a parmi ces 5 qui sont entrés, au moins un ou deux qui, d'après toi, ont gagné des points et qui pourraient un peu faire douter David Pago au moment de faire des choix lors du prochain match? Pour moi, non. Mm. Pour moi, non. Je ne retiens véritablement aucun nom de tous ceux qui ont remplacé les habituels titulaires, du moins sur les 2 premières rencontres du tournoi. Il n'y en a pas véritablement qui se sont montrés à son avantage. J'attendais un peu plus d'un joueur comme Kemen, Ouais. qui de ceux-là était quand même le joueur le plus expérimenté. Ça fait environ 3 ans qu'il est dans cette sélection-là. Il a un certain âge comparé aux autres. Et dans ce type de rencontre-là, il était un peu celui qui, à mon sens, devait prendre le jeu beaucoup plus à son compte dans ce milieu de terrain-là. Malheureusement, je ne l'ai pas senti
véritablement dans le coup. Et donc, à l'image des quatre autres, moi, je ne sens pas que ce soit Nagida, que ce soit Niamsi, que j'ai trouvé très mauvais d'ailleurs dans ce match-là, que ce soit Boyomo, que j'ai trouvé limité, que ce soit en attaque avec Magri, un peu à l'image de ce qu'on a l'habitude de voir de lui depuis qu'il vient dans cette sélection-là. Il a du mal à se montrer à son avantage à chaque fois qu'on lui donne sa chance dans cette équipe-là. Donc, pour moi, hier, à mon sens, les rentrants n'ont pas gagné des points au jeu du staff. Amis internautes, vous aussi, dites-nous en commentaire, hein, que pensez-vous des 5 nouveaux qui ont été admis hier par David Pagou? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous ont convaincu? Est-ce que vous pensez que, voilà, il n'y a pas de doute à se faire? Les débutants habituels devraient, d'après vous, rester? Dites-nous tout en commentaire. Mais Yvan, est-ce qu'il n'est pas plus facile aussi pour un joueur qui veut débuter de commencer toujours avec les titulaires? Est-ce que, je veux dire que pour rester peut-être sur Olivier Kemen, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour lui d'avoir autour de lui du n'importe quoi, à la fois Carlos Baleba et Dani Namasso, pour se mettre dans un groupe avec des repères déjà bien maîtrisés, ou alors de se mettre dans un collectif dans lequel il n'a généralement pas l'habitude d'évoluer avec? Non, lorsque vous êtes un joueur, lorsque vous êtes un compétiteur et que vous venez en sélection, vous ne pouvez pas choisir le contexte dans lequel on doit vous utiliser. Vous ne pouvez pas Ouais. choisir le moment où l'encadrement technique va décider de vous jeter dans le bain. J'ai relevé un élément tout à l'heure, c'est que lui, à la différence de certains dans ce groupe, Ouais. lui, il connaît la sélection nationale. Il y Ok. est depuis plus de 2 ans. Il ne faisait pas ses débuts, ce n'était pas le grand bain Ça fait aussi 2 ans qu'il n'a pour pas été lui. là. Oui, mais ça ne diminue rien à son expérience, ça Ok. ne diminue Ok. rien justement à la passerelle que lui, il a déjà eu comparé à d'autres joueurs par rapport justement à la phase de transition dont les joueurs ont souvent besoin pour pouvoir se mettre au diapason. Donc, lorsque vous êtes venant en sélection, vous devez vous mettre dans la peau du soldat qui est prêt à chaque moment à servir le drapeau lorsqu'on fait appel à lui. Et donc, quel que soit le timing, quel que soit le contexte, dans lequel on vous utilise, vous devez pouvoir gagner des points, vous devez pouvoir montrer à l'entraîneur qu'il a eu raison ou qu'il a tort habituellement de vous mettre sur le banc de touche. Malheureusement, à mon sens, ça n'a pas été le cas d'Olivier Kemen hier. Yvan, restons toujours sur les raisons de cette prestation que tu as appelée tout à l'heure mièvre et des Lions des Indomptables du Cameroun face à l'équipe du Mozambique, même s'il y a eu la victoire. Est-ce que quelque part, on ne peut pas aussi peut-être voilà, se dire que les garçons, tu l'as relevé tout à l'heure, tu es déjà qualifié, donc au niveau de l'engagement, au niveau de la motivation, c'est plus forcément, plus forcément la même chose. Mais est-ce que la disposition de certains joueurs sur le terrain, notamment on a vu un garçon comme Brian Bemo mis en piston gauche, est-ce que ce genre de choses ne viennent pas quelque part diluer la capacité du garçon à donner le meilleur de lui-même? Pour ne prendre que cet exemple-là, hein, parce qu'on peut en citer d'autres. Oui, bien sûr. Je pense que hier, Brian a été utilisé dans un rôle dans lequel il a clairement montré qu'il n'avait pas de repère. Piston, ça demande beaucoup d'énergie, notamment sur les situations défensives. Et quand vous êtes un joueur beaucoup plus à vocation offensive et donc appelé à faire valoir ses qualités techniques dans les 30-35 derniers mètres de l'adversaire, si vous débauchez beaucoup trop d'énergie, malheureusement, au niveau de faire la différence sur le plan offensif dans la zone de décision, vous risquez de manquer de lucidité. Et dans un schéma tactique comme celui-là hier, avec un 3-5-2, qui est hyper compliqué à assimiler, qui demande beaucoup de maturité sur le plan tactique, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'automatisme pour pouvoir l'animer avec un relatif succès. Cela complique davantage la situation. Et je pense que hier, Brian Bemo, le non-match entre guillemets qu'il fait est aussi lié à ces paramètres-là. Par contre, l'autre élément que je voudrais évoquer, Oui. autant la qualification après 2 matchs permettait à l'encadrement technique d'opérer un certain turnover, autant je pensais que cet encadrement technique devait saisir l'occasion de ce match-là pour essayer autre chose sur le plan tactique. Parce que désormais, rendu à la phase à élimination directe, on n'a plus le temps de faire des expérimentations. Généralement, ce type de match-là vous permet de tester des choses. Et moi, j'espérais que hier, justement, David Pagou et son staff devaient essayer quelque chose différent par rapport à ce qu'on a vu sur les Donc deux. peut-être Sur un les deux. Peut-être un 4-3-3, un 4-3-3 ou un 4-4-2, autre chose, 4-5-1. pour avoir une autre Voilà, solution en cas voilà de parce blocus que sur un adversaire qui ne se exactement. pas mieux
En un 3-5-2, par Voilà, exemple. parce que là, l'équipe du OK? Cameroun, avant le tournoi, Mm. n'était pas attendue. Ouais. Ce qu'on a présenté comme copie lors des 2 premières rencontres vont faire que les adversaires, désormais, d'ailleurs, quand vous regardez les émissions à travers le monde, les productions sur cette CAN-ci, beaucoup, les discours sont dans le sens de la surprise vis-à-vis de l'équipe du Ouais. Cameroun. Or, franchir la phase de poule, désormais, l'équipe du Cameroun sera une équipe qui sera regardée avec un œil particulier. Le jeu du Cameroun sera scruté. Ouais. Ce fameux 3-5-1 ou ce 3-6-1 ou ce 3-5-2 on a utilisé dans les 2 premiers matchs ou les 3 rencontres de poule, les adversaires vont s'y mettre pour essayer de comprendre comment est-ce que ça joue côté Cameroun et essayer de contrer. Maintenant, dans des matchs, si on arrive face à un adversaire comme l'Afrique du Sud qu'on va affronter en huitième, qui Ouais. tactiquement est une équipe Mature, ouais. très mature, les Ouais. joueurs se connaissent, ils sont ensemble depuis un certain nombre de temps, ils ont à la baguette de cette équipe un entraîneur quand même expérimenté qui a déjà eu à faire ses preuves tactiques de façon suffisamment importante. Comment est-ce qu'on fera lorsqu'on, si d'aventure ce système que David Pabou a expérimenté pendant 3 matchs avec ses joueurs ne passe pas? C'est peut-être la petite réserve que j'ai. Je pense que hier, David Pabou, à mon sens, aurait dû essayer d'autres choses pour pouvoir affronter la phase à élimination directe avec des certitudes, avec un spectre en termes de certitude beaucoup plus large. Yvan, toujours dans le cadre de cette rencontre d'hier, on a vu un duo aligné sur le front de l'attaque, Franck Magri et Christian Kofan. Alors, j'aimerais pas qu'on reste forcément d'abord sur les individualités, mais d'un point de vue de l'entente, de la complicité tactique entre les deux garçons, comment est-ce que toi tu les as trouvés? Est-ce que c'est un duo compatible sur le front de l'attaque des Lions indomptables du Cameroun? Non, je pense que dans tous les cas, pour qu'ils puissent jouer ensemble, il faudra travailler beaucoup plus cette association-là Ouais. afin qu'ils retrouvent les automatismes. Parce qu'en termes de profil, je pense que ce sont 2 profils qui sont assez complémentaires. Quand en plus d'avoir 2 joueurs avec ce type de profil-là, vous rajoutez encore Brahim Bemo en électron libre et Dani Namasso, ça va faire un trop plein et des joueurs vont quasiment se marcher Marcher dessus. dessus. Conséquence, hier, on a vu un duo qui n'a pas brillé sur cette rencontre-là. Peut-être à l'avenir, l'encadrement technique travaillera quelque chose de différent. Mais si on s'arrête sur le rendu du match d'hier, ça nous a laissé sur notre fin. Amis internautes, hein, continuez de partager ce direct, à inviter vos amis à venir suivre parce que c'est effectivement ici, sur Seafoot, que vous aurez toutes les informations concernant ce qui se passe dans la tanière des Lions dans cette CAN 2025 du côté du Maroc. Alors, on va avancer, Yvan, toujours dans le débat, en restant toujours sur cette rencontre d'hier. On a été d'accord hein, que la rencontre n'a pas été la meilleure de l'équipe du Cameroun. On a été d'accord que au niveau des choix qui ont été opérés par Pago avec notamment les nouveaux joueurs, ils n'ont pas pour tous, ça tu l'as relevé, été à la hauteur des attentes qui étaient peut-être placées en eux, pardon. Mais on a vu l'équipe du Cameroun hier qui, en première mi-temps, s'est créé quand même un certain nombre d'occasions. Kofan, lui-même l'a avoué en conférence de presse, n'a pas forcément réussi à les concrétiser, mais qui en seconde mi-temps est revenu avec d'autres intentions. Il a réussi à rapidement inscrire ce but. Et d'après des informations que nous avons reçues en provenance du vestiaire, il y a eu un discours du patron de la fédération qui est entré dans le vestiaire pour dire un mot de motivation à ces garçons-là. Et d'après notre informateur, ce sont ces mots-là qui, certainement, ont contribué à davantage booster cette équipe-là pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, donner ce qu'on a vu sur les premières minutes de cette seconde période. Est-ce que quelque part, c'est ce discours où tu conviens à dire que ça a été l'élément peut-être qui davantage a réussi à doper les garçons? Bon, après, de mon avis, de mon observation, il n'y a pas eu une différence énorme, Ouais, abyssale ouais, entre on est l'attitude de d'accord. l'équipe en première période ou en seconde. Je pense qu'il y a aussi eu un problème de niveau global de l'équipe parce qu'il faudrait quand même le rappeler pour ceux qui nous regardent Ouais. que cette équipe du Mozambique qu'on affrontait avait opéré un turnover beaucoup plus important que De le 8 Cameroun, joueurs. avec 8 joueurs, c'est-à-dire que les 4/5 de l'équipe pratiquement ont été changés. Mais quand vous regardez, c'est que cette équipe a été capable de produire sur cette rencontre-là. Autant, je suis d'accord avec toi qu'on a eu des situations offensives qu'on aurait pu concrétiser avec un peu plus de réussite. Autant défensivement aussi, on a concédé beaucoup d'occasions à cette équipe du Mozambique qui, avec un peu plus de réussite aussi, aurait pu Tout à fait. marquer plus de buts. C'est pourquoi j'estime que non seulement il y avait un problème de niveau global de l'équipe, et quand on parle de niveau global de l'équipe, cela implique forcément la responsabilité et donc le potentiel individuel Des garçons, de chaque joueur. ouais. Autant je pense que l'encadrement technique aussi, dans les choix techniques,
dans des choix tactiques, n'a peut-être pas mis sur pied, ou alors les joueurs qui ont été choisis hier ne comprennent pas le choix tactique et l'animation qu'il fallait mettre pour pouvoir être performant dans ce système-là. C'était d'ailleurs ça le sens de ma question en conférence de presse, mais malheureusement, David Pagou, il me semble, n'a pas très bien compris le sens de ma question, à savoir quelle était la consigne au niveau de l'animation. Pourquoi est-ce que les garçons ont été aussi bouillons dans le jeu? Donc, de mon avis, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Yvan, alors tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu l'as effectivement relevé et souligné. Les garçons n'ont pas donné la meilleure copie de ce qui était attendu d'eux. Et par la suite, on a effectivement ce résultat-là de 2-1. Mais tout à l'heure, quelque chose a retenu davantage mon attention. Tu as estimé que ce match aurait dû servir de test pour l'encadrement technique qui aurait dû peut-être changer quelque chose tactiquement pour éventuellement se préparer à faire face à une opposition qui viendrait pour neutraliser ce système en 3 cylindres. Est-ce que pour autant cela veut dire que c'est peut-être un match qui, en termes de bénéfices, ce qu'on devait en tirer comme bénéfice, on n'a pas réussi à véritablement le faire? Est-ce que pour toi, ça a été un gâchis au niveau de l'expérimentation qu'on aurait pu faire ou alors qu'on aurait dû faire pour pouvoir, bien entendu, tirer davantage d'enseignements sur l'ensemble du groupe? Ouais, on peut le voir ainsi. Mais je pense que c'est. Moi, je dirais que l'encadrement technique a raté la possibilité de pouvoir entamer la phase d'élimination directe avec, en ayant expérimenté beaucoup plus de choses et donc en ayant une idée beaucoup plus large de ce qu'est capable de produire son groupe ou pas. Donc voilà, ce type de match-là, lorsque généralement on est déjà qualifié, on doit pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète peut-être, mais on doit pouvoir tester un certain nombre de choses, on doit pouvoir lâcher un petit peu les freins puisque dans l'absolu, on était déjà qualifié. La première place hier, qui était là, probablement l'objectif, on n'a pas pu l'avoir. Donc, autant mieux tester autre chose et se dire qu'on n'est pas premier, mais au moins, on a une idée nette de ce que notre groupe est capable de faire dans différentes situations. Mais malheureusement, j'ai le sentiment que là, on a raté un peu le coche à ce niveau-là. 2 victoires, un match nul, 4 buts inscrits et 2 buts concédés. C'est le bilan chiffré de l'équipe du Cameroun dans cette phase de poule. Vous avez compris, amis internautes. On va passer cette fois-ci au décryptage de l'ensemble de la phase de groupe des Lions indomptables du Cameroun. Les stats, on vient de vous les donner. On va encore vous les rappeler. C'est 2 victoires, 1 nul, 4 buts inscrits, donc 2 par des adversaires, il faut aussi le dire, et 2 buts concédés. Yvan, vraiment, je commence par la fin en te posant cette question dont j'imagine que beaucoup de Camerounais attendent la réponse. Est-ce que pour toi, c'est déjà une CAN réussie pour le Cameroun lorsqu'on sait que c'est ce qu'on entend partout, il n'était pas très attendu. Et donc, quand il réussit à se qualifier avec 7 points, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, sauf si on enlève la CAN à la maison il y a de cela 4 ans, est-ce que pour toi, c'est une CAN réussie pour ces Lions version David Pagou? Non, ceux qui tiennent ce discours, je pense que c'est un discours un petit peu, je sais pas, Minimaliste? minimaliste même, c'est moins dire. Quand on s'appelle le Cameroun, on ne peut pas venir dans une Coupe d'Afrique et se satisfaire et dire qu'on a réussi une CAN en étant simplement qualifié pour la prochaine, en étant simplement sorti de la phase de poule. Après, certains pointent du doigt le contexte d'avant-compétition, mais ce contexte-là, c'est la fédération qui a créé ce contexte. Parce qu'il y avait un entraîneur qui était là, il y avait un groupe qui était là, il y avait un groupe qui s'est brillamment qualifié pour cette même Coupe d'Afrique des Nations à 2 journées de la fin. Si on avait laissé cette équipe aller en compétition, on aurait eu un groupe plus mature. On aurait eu un groupe beaucoup plus mature. Et donc, ils ont créé eux-mêmes ce contexte-là. Et après, on ne peut pas utiliser... Avec en ligne de mire l'objectif d'évincer certainement le staff pour avoir un groupe comme celui-ci, certainement. Voilà, donc on ne peut pas utiliser ce contexte-là pour justifier le fait de se satisfaire d'avoir simplement, d'être simplement sorti de la phase de poule. Après, il faut quand même reconnaître du mérite à cette équipe-là. Tu l'as dit tout à l'heure, ça faisait longtemps quand même, en dehors de la CAN au Cameroun. Je pense qu'il faut remonter à très loin, même les CAN 2000 et 2002. Il ne me souvient pas qu'on ait eu 7 points en phase de poule. Donc, ça, c'est un mérite. Maintenant, il va falloir capitaliser sur la suite de la compétition. Mais je ne fais pas partie de ceux qui s'extasient ou qui sautent au plafond
à l'idée de savoir qu'on est qualifié pour les huitièmes de finale parce que c'est le minimum syndical pour une équipe comme celle-là. Donc, pour toi, avis tranché vraiment plus clairement, le Cameroun doit montrer davantage que ce qu'il a montré aujourd'hui au niveau du parcours pour qu'on puisse parler d'une CAN réussie. Je pense que c'est maintenant que la compétition commence pour le Cameroun. Si on n'était pas sorti de la phase de poule, ça aurait été un cataclysme. La dernière fois, c'était en 2015. Et dans l'histoire du football camerounais, ce type de situation n'est pas beaucoup arrivé. On parle quand même d'un quintuple champion d'Afrique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est maintenant que la CAN commence pour le Cameroun. Il faut déjà essayer de faire mieux que la précédente CAN où on avait lamentablement échoué en huitième de finale. Tombé sans armes face au Nigeria. Là, on a l'Afrique du Sud qui se profile à l'horizon, demi-finaliste de la dernière édition, une équipe beaucoup plus mature, beaucoup plus rodée. C'est maintenant que ceux qui ont fait le choix de changer l'encadrement technique doivent pouvoir trouver, comment dire, ou alors montrer que le choix qu'ils ont fait était un bon choix. Parce que pour moi, on doit minimalement atteindre l'écart pour commencer à dire qu'on a fait mieux, parce qu'à la précédente édition, on est sorti en huitième de finale. Et donc, sortir en huitième de finale, ce ne serait pas un exploit, comme ça n'a pas été un exploit de sortir de la phase de poule. Et donc, pour être davantage clair, quand on fait des choix en tant que sélectionneur du Cameroun, on doit pouvoir les assumer et ne pas se défiler du résultat parce qu'on a fait des choix de joueurs jeunes. Non, c'est quoi d'un groupe jeune, c'est ce qu'on entend partout. C'est pour ça que moi je pose la question. Quand on parle d'un groupe jeune, je ne sais pas ce qu'on appelle, on n'a pas un groupe de 18 ans, de garçons de 18 ans. On a un groupe de garçons, quand on dit que la moyenne d'âge est autour de 24 ans, aujourd'hui à 24 ans dans le football moderne, on est un joueur accompli. Mais c'était un ballon d'or à 24 ans. Il avait plusieurs ballons d'or à 24 ans. Donc, à 24 ans, Yamal sera déjà. Voilà. Kofan sera déjà. Je pense que dans ce groupe, le seul joueur qui n'a pas 20 ans, ce n'est que Kofan. Le reste des joueurs, les Baleba, c'est bientôt 22 ans. Nagida, pareil. Et Taillon, bientôt 23 ans. Namasso, je crois, c'est 25 ou 26 ans. Donc, il faudrait qu'on arrête de se cacher derrière ce subterfuge-là qui voudrait à chaque fois qu'on brandisse l'argument selon lequel on est jeune. C'est quoi être jeune? À 24 ans, on n'est plus tout à fait jeune dans le football. Encore que la carrière, aujourd'hui, on est professionnel à 18 ans. Donc, si on a 24 ans, ça suppose qu'on a déjà minimum 6 ans professionnel si on n'a pas été précoce. Si on a été précoce comme c'était, on peut déjà avoir 7 ou 8 ans de carrière professionnelle. Et à cet âge-là, on ne peut pas forcément dire qu'on est jeune. On n'est pas en train de parler du billard, on est en train de parler du football. La carrière d'un footballeur ne dure pas toute la vie. Ceux qui ont duré, la moyenne d'âge en termes de longévité de carrière dans le football se situe entre 32 et 33 ans. Donc, quand vous êtes à 24 ans, ça veut dire que vous êtes potentiellement à 7 ans d'arrêter votre carrière. Et donc, vous avez potentiellement fait 7 ans de carrière professionnelle si vous avez migré professionnel à 18 ans. Donc, je suis d'accord que le groupe, même quand on parle d'un groupe jeune, je ne suis pas d'accord avec c'est-à-dire que quand je parle de groupe jeune, c'est jeune dans la composition du groupe. Parce que tous les joueurs qui sont là, je crois qu'au moins à 90%, ce sont des joueurs qui avaient déjà au moins été appelés ou qui avaient déjà fait partie d'une sélection avec l'entraîneur précédent. Donc, même à ce niveau-là, pour moi, l'argument jeunesse ne passe pas. Et ils sont tous en pro. Bien sûr, ce sont tous. Et pas au Cameroun pour 99%. Voilà, donc ce sont tous des joueurs professionnels. Donc il faudrait qu'on arrête de se casser derrière ce subterfuge-là. Quand on fait des choix, il faut les assumer. Quand ça marche, on vous tire le coup de chapeau. Et quand ça ne marche pas, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'on a fait des choix forts. Ça ne nous a pas porté chance. Yvan, mais si on reste sur cet argument de jeunesse du groupe, alors moi j'aimerais qu'on trouve davantage de questions. Est-ce qu'il ne cache pas quelque part un problème de gestion du football camerounais? Parce qu'on se souvient encore, on était ensemble en Côte d'Ivoire lorsque, en zone mixte, nous, Tolo, le capitaine actuel, nous disait clairement que vraiment il faut avoir des couilles, il faut qu'on arrête de se cacher derrière l'idée de reconstruction à chaque année, l'idée de groupe jeune à chaque année, qu'on arrête un peu avec et qu'on prenne nos responsabilités. Mais 2 années plus tard, le même nous, Tolo, capitaine, vient nous dire qu'on est dans un groupe jeune. Est-ce que cela ne trahit pas quelque part un problème de gestion du football camerounais de façon globale qui malheureusement ne laisse pas les générations davantage grandir ensemble pour pouvoir avoir de l'expérience sur les années à venir? Parce que la crainte, c'est qu'on revienne à la CAN encore dans 2 ans et comme disent encore que le groupe est jeune et en reconstruction. Ouais, déjà pour laisser un groupe grandir, il faut avoir construit un groupe. Honnêtement, c'est peut-être pas l'occasion de faire l'autopsie du football camerounais, de parler du diagnostic vital du football camerounais. Mais nous tous, ceux qui suivons le football, on sait qu'il n'y a pas de football au Cameroun.
Le Cameroun, c'est le seul pays où on a l'impression que l'essentiel du football repose sur la sélection nationale Fagnon. Ailleurs, c'est complètement différent. C'est le football jeune, c'est le football amateur. C'est la direction technique nationale qui est le cerveau du football dans un pays. Mais regardez, chez nous, on n'a même pas de direction technique nationale. Et donc, comment est-ce que vous voulez qu'un organisme fonctionne sans le cerveau? Ce n'est pas possible. Et donc, nous sommes clairement dans ce type de configuration-là. Au Cameroun. D'ailleurs, le championnat de première division, il n'a pas commencé. Ça fait 6 mois qu'il est à l'arrêt. Bientôt. On est en janvier déjà, il n'a pas débuté. Voilà, ça fait 6 mois qu'il est à l'arrêt. Il n'a pas débuté. On ne sait même pas, on n'a même pas de visibilité sur la date du démarrage. On n'a pas le calendrier. Donc, nous sommes dans un capharnaüm géant, comme j'ai l'habitude de dire, où on patauge. Nous sommes dans la navigation à vue. De temps en temps, on se sursaute, on se surprend comme ça là. Avec la sélection nationale. Mais le Cameroun est la seule nation où, à chaque compétition, on est en reconstruction, on dit avoir un groupe jeune. Mais c'est quoi avoir un groupe jeune? On doit pouvoir préparer des générations. Et préparer des générations suppose qu'on a une direction technique nationale qui travaille. Ça veut dire qu'au niveau de la direction technique nationale, il y a des contenus en termes de formation qu'on soumet au centre de formation parce qu'il y a la volonté de pouvoir former. Il y a un profil de footballeur camerounais qu'on a envie de former parce qu'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Les modèles qui marchent ailleurs, c'est comme ça. On se pose la question de savoir quel est le modèle de footballeur qu'on a envie de former. On le voit au Maroc ici. Voilà, on dresse des profils, on dresse des contenus de formation qu'on soumet au centre de formation. C'est pour ça qu'on pouvait voir que le Maroc gagne dans toutes les catégories. Ça a été le cas du Sénégal il y a quelques années. Il y a d'autres nations qui sont en train de leur emboîter le pas et qu'on va certainement voir à l'avenir. Mais le Cameroun est la seule nation où il y a un cataclysme complet dans les sélections jeunes. Mais lorsqu'on est arrivé en sélection nationale, on est tout le temps en train de vous dire on est jeune, on est en reconstruction. Il n'y a aucune maison qui se reconstruit par le toit, Alain Denis. Quand vous voulez reconstruire, il faut déjà avoir conscience de ce que vous avez là ne marche pas. Soit vous avez raté la fondation, vous décidez de remettre complètement tout à plat et de reprendre à partir de la formation. Mais quel est ce pays où à chaque fois, on a une maison dont les poteaux ne tiennent plus, où la fondation est complètement vétuste, mais on est tout le temps en train de dire il faut renouveler le toit, donnant l'impression que le toit va restaurer la solidité de la fondation, la solidité des poteaux. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, on est dans ce schéma perpétuel au Cameroun. Et tant qu'on continuera à faire comme ça, on va toujours aligner les compétitions. On peut gagner parfois de façon épisodique, comme ça a été le cas en 2017. Mais malheureusement, ce seront des succès qui ne pourront pas être capitalisés parce que derrière, il n'y a pas une réelle vision, une réelle politique. Des succès spontanés, donc, pour résumer, Yvan. J'aimerais qu'on avance vraiment dans cet échange parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à passer avec vous, amis internautes. Vous continuez toujours de partager ce direct et de nous laisser vos avis en commentaire. Nous allons les lire pour quelques-uns. Yvan, intéressons-nous cette fois-ci à David Pagou, le sélectionneur de cette équipe du Cameroun. Il est arrivé, je crois que c'était le 2 décembre, et donc il a à peine 30 jours à la tête de cette équipe du Cameroun. Il a fait un seul match préparatoire amical du côté de Casablanca, un but partout. Là, il sort de la phase de groupe avec 3 matchs, donc 2 victoires et un match nul. Est-ce qu'on peut se dire clairement aujourd'hui que la méthode Pagou, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, d'un point de vue managérial, la méthode Pagou est en marche chez les Lions aujourd'hui? Non, pour moi, clairement, il n'y a pas encore de méthode Pagou. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on est en train de surfer sur la hype de l'électrochoc que crée généralement le changement dans un encadrement technique. Je vais vous prendre un exemple. Regardez l'équipe de Chelsea qui gagne la Ligue des Champions en 2012. Je crois que c'est Avram Grant qui est l'entraîneur, si je ne m'abuse, ou alors Gus Hiddink, qui est limogé en cours de saison. Roberto Di Matteo, qui est son successeur, prend les rênes de l'équipe. L'équipe réussit à gagner la Ligue des Champions, mais la saison d'après, Di Matteo est limogé. Un profane aurait pu dire que le succès de Chelsea en 2012 était peut-être le fait de Di Matteo. Mais pour ceux qui suivent le football, ils savent très bien que... De La Fuente est arrivé en Espagne aussi dans la foulée. On était avec de la compétition. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas encore pour le moment de méthode Pagou. Je pense que les joueurs, dans leur état d'esprit, je révélais tout à l'heure les confidences de certains échanges qu'on a pu avoir avec les joueurs, qui ont clairement dit qu'en venant en compétition, ils sont venus dans l'idée de guerrier et d'aller en découdre avec les équipes. Et quand vous regardez l'implication, la détermination, le don de soi dont ces joueurs font montre sur le terrain, c'est beaucoup plus ça qui transparaît que du génie tactique. Pour moi, on peut même aller au bout de cette compétition, la gagner, que cela ne voudrait pas forcément mettre en exergue le génie, un certain génie tactique de la part de David Pagou. Ce n'est pas pour dire que c'est un entraîneur qui est médiocre. Il faudrait bien me comprendre. Ce n'est pas pour dire que c'est un entraîneur qui n'est pas capable d'imprimer à une équipe sa marque. Mais la réalité, c'est que dans aucune équipe
au monde entier. En 2 semaines ou en 3 semaines, vous ne pouvez imprimer à des joueurs que vous découvrez, des joueurs qui plus est ne sont pas au quotidien ensemble, une marque qui pourrait être aussi visible et porter ses fruits sur un lac de temps. Donc pour moi, je pense qu'en sport, notamment dans le football, il y a 4 facteurs principaux de performance. Ouais. Il y a le physique, il y a la tactique, il y a la technique, mais il y a surtout la psychologie. Ouais. Et je pense que pour le moment, l'élément qui porte le succès, entre guillemets, relatif de cette équipe du Cameroun sur le facteur psychologique. J'espère qu'on souhaite d'ailleurs en tant que Camerounais que ça nous mène jusqu'au bout à la victoire, comme ça a été le cas en 2017. Donc pour revenir à ta question, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas encore de Pat Pagou. S'il réussit à rester dans cette équipe pendant 1 an, pendant 2 ans, après cette CAN, on n'aura pas de compétition pendant 2 ans. Je pense que c'est véritablement sur cette période-là qu'on pourra juger si véritablement il y a une Pat Pagou ou pas. Amis internautes, dites-nous en commentaire, que pensez-vous de cet avis d'Ivan Kamwa? Est-ce que vous pensez aussi comme Yvan qu'il n'y a pas encore de méthode Pagou véritablement implémentée sur l'équipe du Cameroun d'un point de vue technique, tactique et managérial? Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Yvan, on va un peu avancer, on va progresser dans cet échange en parlant cette fois-ci des hommes forts de cette sélection du Cameroun aujourd'hui, après 3 rencontres ici lors de cette CAN. S'il y en avait 3 qui devaient être cités comme ça au pif pour toi, lesquels seraient-ce? Je pense qu'il y a le petit Kofan. Après 2 matchs avec la sélection nationale, il a réussi à ouvrir son compteur. On parlera de tout à l'heure, effectivement. Voilà, avec un somptueux but. Pour moi, c'est un des éléments positifs de cette équipe du Cameroun. En deuxième élément, je citerai Namazo. Il a dit tout à l'heure, il y a quelques jours en conférence de presse, justement, la réponse à ma question, que la période sous Marc Brice lui a permis d'opérer cette transition-là. Et aujourd'hui, il a beaucoup plus de repères avec l'équipe. Et donc, cette adaptation-là lui permet d'être beaucoup plus à l'aise. Maintenant, comme troisième larron, Noutolo. Oui, Noutolo. Bon, moi, je suis pas. Par exemple. Je suis pas extasié. À travers ce qu'il transmet à l'ensemble du groupe en termes de fighting spirit, en termes d'identité, de camerounité même, peut-être ça aussi c'est un élément qu'il faudrait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, je parlais justement de facteurs psychologiques tout à l'heure. Je pense qu'il est un peu le symbole. Il incarne le mieux cet aspect-là. Voilà, il incarne le mieux cet aspect-là. Et je pense que le brassard de capitaine qu'il aborde, en l'absence de Kissamba Sogo, qui n'est pas titulaire d'entrée, on voit qu'il a une certaine influence en termes de motivation sur ses coéquipiers. Donc voilà pour moi les 3 joueurs que je sortirai du lot côté Cameroun. Yvan, restons cette fois-ci donc sur Christian Kofan. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure en tant que joueur qui, pour toi, est sorti un peu du lot. Alors, c'est un jeune attaquant, on l'a dit. Il a juste 19 ans. Il a réussi à inscrire un magnifique but hier, qui est d'ailleurs dans le top 3, top 4 des plus beaux buts de cette CAN jusqu'ici. Il a eu une première période un peu moins bonne, où il a eu des situations qu'il aurait pu concrétiser. Il est venu hier en conférence de presse et, comme un véritable champion, il a lui-même reconnu que sa première période n'a pas été des meilleures parce qu'il aurait dû inscrire davantage de buts que ce qu'il a fait en seconde période. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, Christian Kofan peut être le garçon qui va succéder aux grands attaquants que le Cameroun a eu par le passé, même si tu me diras peut-être qu'il est très tôt de commencer à se lancer en besogne? Effectivement, tu l'as arraché au bout des lèvres. Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Souvenez-vous du cas Fabrice Olinga en 2014, qui avait toujours, comme Samuel Eto'o, battu le record de précocité en Coupe du Monde, mais ça n'a pas duré long feu. Une dizaine d'années après, c'est moins de 10 buts en professionnel. Donc je pense qu'il ne faudrait pas mettre de la pression à ce garçon. C'est un garçon qui a des qualités, mais après il a encore une très grosse marge de progression. Je pense qu'il n'entre pas à la bonne porte en sélection nationale parce qu'on sait que l'attaquant, lorsque vous marquez, ça rajoute du coffre à votre capital confiance. J'espère que le but hier en sélection nationale va le débarrasser un peu de cette pression, de ce poids du maillot là. Parce que sur les 2 premiers matchs, c'est vrai, il y a le but hier, mais je le sens un peu timoré parfois et parfois un peu nonchalant. J'ai l'impression qu'il a du mal à se lâcher. Donc j'espère que le fait d'avoir Est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'il découvre un groupe avec des aînés et donc il doit s'adapter peut-être, et lui il vient rentrer dans le grand bain en plein camp aussi? Oui, il y a de tout ça, mais si vous voulez vous faire votre place, c'est-à-dire que ceux qui marquent l'histoire sont ceux qui réussissent à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Si vous faites ce que les autres ont fait avant vous, vous devenez un joueur ordinaire. Et justement, dans le sens de ta question, est-ce que c'est la nouvelle étoile, entre guillemets, du football camerounais? Je dis, il est encore extrêmement tôt, il est très précoce pour pouvoir. Mais au niveau de ce qu'il dégage sur le terrain, au niveau de
de ses qualités intrinsèques que tu connais certainement. C'est vrai, il a un faux lent, hein, pour ceux qui le connaissent bien, c'est un faux lent, il donne l'impression d'être nonchalant, alors qu'il n'est pas du tout nonchalant. On l'a vu sur les appels qu'il fait souvent dans le dos de la défense et même près de certains défenseurs. Au niveau de ces qualités-là et de ce qu'il dégage dans son langage corporel sur le terrain, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais aussi au niveau de la personnalité, notamment ce qu'on a vu hier en conférence de presse où il a expliqué un certain nombre de choses. Est-ce que là, il ne donne pas quand même des signaux d'un garçon qui, s'il y a un bon suivi, un bon entretien, un bon plan de carrière, peut se hisser à un moment au niveau des plus grands? Oui, mais Alain Denis, tu l'as lâché le mot. Le potentiel, il est là. Ouais. Quand vous avez 20 ans à peine et que vous êtes attaquant, même si vous êtes remplaçant du côté de Bayer Leverkusen, qui est quand même un top club du côté de l'Allemagne, c'est clair que vous avez des qualités, vous avez un énorme potentiel. Après, le potentiel, pour le convertir en performance, a besoin d'être moulé dans le moule de certains facteurs, de certains paramètres. Tu as parlé de la personnalité tout à l'heure. C'est un élément qui compte énormément, notamment lorsqu'on est attaquant. Voilà, sur le terrain, vous devez pouvoir dégager une certaine personnalité. Donc, il est encore jeune. L'équipe qu'il a autour de lui, j'espère qu'ils vont l'aider justement à travailler ces aspects-là qui manquent encore pour en faire un joueur accompli d'ici 2 ou 3 ans. Mais dans tous les cas, c'est un garçon qui dégage énormément de qualité. On voit que c'est un joueur qui a de très bons placements. Sa capacité à bien se déplacer sur le terrain, à souvent attaquer les bons espaces, à souvent se retrouver dans la bonne zone. Quand vous avez un attaquant qui réussit à se créer des occasions dans un match, ça veut dire justement qu'il sait se placer, il sait se bouger par rapport à la position du ballon, il sait se placer par rapport au mouvement de ses partenaires. Et ça, c'est hyper important pour un attaquant. Maintenant, je le dis, il y a d'autres facteurs, d'autres ingrédients qu'il faudra qu'il ajoute pour pouvoir devenir justement un joueur déjà qui s'inscrit dans la constance en termes de performance en équipe nationale. Et peut-être à ce moment-là, on pourra commencer à évoquer d'autres éléments d'avenir. Yvan, on a vu ce que le Cameroun a produit jusqu'ici dans le jeu. Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, tu as expliqué les raisons pour lesquelles l'équipe performe, entre guillemets, jusqu'ici. Mais est-ce que le Cameroun, est-ce que tu comprends la thèse de ceux qui pourraient penser que les Lions du Cameroun aujourd'hui deviennent un favori évident? Non, pas favori. Je pense que c'est un peu gros de parler de favoris. Parce qu'ils font peur aux favoris quand même. Hein. Ils font peur désormais aux favoris. Non, rien que le nom Cameroun. Voilà, d'ailleurs, j'étais au Maroc le mois dernier, j'ai discuté avec plein de Marocains. Depuis qu'on est là, on en a discuté avec beaucoup de Marocains. Quand ils vous parlent du Cameroun, ce n'est pas forcément le Cameroun de ces dernières semaines qu'ils ont dans l'esprit. C'est le grand Cameroun de Samuel Eto'o, Roger Mila, Rigo Berson, Patrick Boma et autres qui leur reviennent à l'esprit. C'est l'idée du Cameroun 5 fois champion d'Afrique. Et donc, rien que le nom Cameroun, lorsque vous le prononcez, c'est un nom qui est ronflant. Après, il peut y avoir un déphasage entre l'histoire que les gens ont dans l'esprit et la réalité du terrain sur le moment. Mais dans tous les cas, le Cameroun est une équipe qu'on ne vient jamais affronter en la prenant du dos, en la prenant du dos de la cuillère. Maintenant, sur ce que l'équipe montre sur cette compétition-ci, les valeurs de dépassement de soi, de détermination, d'abnégation sont parfois le supplément d'âme qui peut vous permettre d'avancer malgré le niveau d'adversité. Ça, c'est un élément que le Cameroun peut avoir son avantage, mais de là à le placer comme favori, moi je ne placerai pas le Cameroun comme favori. C'est vrai par ailleurs que le Cameroun, historiquement, à chaque fois que le Cameroun a été champion d'Afrique, on a éliminé le pays organisateur. Que ce soit en 84, en 88, ici au Maroc, on a gagné notre deuxième CAN, que ce soit en 2000, où on a éliminé le Nigeria, on a battu le Nigeria en finale, en 2002, où on a éliminé le Mali en demi-finale, ou en 2017, où on a sorti le Gabon en phase de poule. À chaque fois, on a toujours éliminé le pays organisateur pour aller au bout de la compétition. Et là, hasard du calendrier, on se retrouve dans le même tableau que le pays organisateur. Si on est superstitieux, on peut penser que c'est un élément qui peut donner espoir, c'est un signe qui peut donner espoir de ce qu'on repartira de cette terre marocaine avec notre 6e étoile. Et il faut aussi le dire, historiquement, le Cameroun a éliminé 7 fois les pays organisateurs. Et sur les 7 fois, on a été 5 fois champion. On a été 5 fois champion et 6 fois on a joué la finale. La seule fois où on a perdu une finale, c'était en 2008 où on a éliminé le Ghana en demi-finale et on s'est fait battre par l'Égypte 1-0 aux prolongations en finale. Et la seule fois où on a éliminé le pays organisateur, où on n'est pas arrivé minimum en finale, c'était en 92. Et donc ces éléments-là sont des éléments historiques que David Pabou et son staff peuvent peut-être convoquer au niveau de la causerie d'avant-match
pour doper davantage le mental de leurs garçons en leur disant que c'est possible. Mais de là à penser que le Cameroun est favori, pour moi, non. Il y a des équipes qui même sur cette phase de poule-ci, ont donné beaucoup plus de certitude. Quand vous voyez ce que le Maroc, même si ça a été un peu timoré, a démontré, quand vous voyez ce que l'Algérie a démontré, quand vous voyez ce que l'Égypte a démontré, surtout le Nigeria, qui pour moi est l'équipe la plus aboutie de cette phase de poule-là. Pour moi, le Cameroun d'ailleurs finaliste de la dernière édition. Demi-finaliste, voilà, finaliste face à la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, le Cameroun arrive un peu derrière ces équipes. Yvan, ce n'était pas prévu dans notre conducteur d'évoquer la rencontre de dimanche prochain parce qu'on fera une édition spéciale pour parler de fond en comble. Cette rencontre face à notre adversaire, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Mais vraiment, de façon ramassée comme ça, vraiment en 1-2 minutes, qu'est-ce que toi tu penses de cette confrontation-là? Est-ce que c'est le rendez-vous où la CAN du Cameroun débute véritablement et donc il ne faut pas se louper pour montrer qu'effectivement on est venu ici avec des ambitions? Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi la CAN du Cameroun commence maintenant en huitième de finale. On va affronter une équipe qui est une équipe sérieuse, que personnellement je plaçais parmi les outsiders, favoris au titre au final dans cette compétition. C'est un groupe mature, c'est un groupe homogène, c'est un groupe qui a des automatismes, qui a à la baguette un entraîneur qui est fin tacticien. Je pense que Gobos l'a suffisamment démontré, que ce soit avec le Cameroun en 2017, que ce soit avec cette même équipe d'Afrique du Sud. Demi-finaliste d'ailleurs. Voilà, demi-finaliste, sorti in extremis par le Nigeria. Ça s'est joué à très peu de choses. Donc c'est un groupe très cohérent qu'on va affronter, qui tactiquement va nous poser certainement beaucoup. On l'a vu face à l'Égypte. Voilà, beaucoup de problèmes. Mais je pense que côté Cameroun, individuellement, je pense qu'on a plus de qualité que cette équipe d'Afrique du Sud. Maintenant, est-ce que cette qualité individuelle, on va pouvoir en faire un tout cohérent qui va nous permettre de leur poser des problèmes? Ça, il va falloir attendre la réalité du terrain dimanche prochain pour le savoir. Mais un autre élément historique en termes de statistiques, le Cameroun n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pardon. Ça avait été aussi le cas contre le Gabon. On a réussi à briser, contre le Gabon en CAN, on a réussi à briser le signe indien. Sur ce match-là, on a aussi la possibilité de briser le signe indien. Mais dans tous les cas, je pense qu'en termes de niveau de difficulté, notamment sur le plan tactique, c'est une équipe d'Afrique du Sud qui va nous poser un type de difficultés différents de ce que les équipes qu'on a affrontées jusqu'à présent dans cette CAN nous ont opposé. L'information donc à retenir ce soir encore, c'est que le Cameroun est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lions, les Indomptables du Cameroun, vont affronter dimanche prochain les Bafana d'Afrique du Sud, dirigés par un certain Hugo Broos. Et nous serons bien sur cette pelouse-là pour vous faire vivre tout ce que nous pourrons, notamment le décryptage du 11 entrant côté camerounais et peut-être côté sud-africain. Yvan, on se donne rendez-vous donc demain déjà pour planter le décor de cette rencontre-là. Donc nous serons déjà du côté de Rabat. Oui, on va prendre la route pour Rabat tout à l'heure pour servir le meilleur de cette CAN à nos auditeurs, à nos télé-internautes. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Continuez de partager, surtout restez sur ces foot parce que le meilleur, c'est ici. On a fait combien de minutes? 45. Ouais, quand même. On a eu 100 personnes qui étaient constamment connectées. C'est pas mal pour un jour de fête. Et tu sais que les Égyptiens ont donné un mot d'ordre depuis un temps qui doit être sur nos lives. Oui. Ah bon? Ouais, on a donné un mot d'ordre. J'ai même l'impression que ces derniers temps, ils sont en train de signaler nos comptes. Quand je fais les publications, là, ça ne monte plus en termes de likes comme c'était le cas il y a 1-2 semaines. Ils ont donné un mot d'ordre.